Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 29 juillet, je viens réfléchir avec vous sur certains points d'actualité. Alors, il y a une petite question, pour certains diraient que c'est une question de tête d'épingle, mais ça montre bien la duplicité du personnel politique. Le gouvernement est au grand complet, est assez pléthorique, hein. Il y a à peu près 41 ou 42 ministres et secrétaires d'État dans le gouvernement constitué par M. Macron. Je dis bien le gouvernement de M. Macron, puisque finalement, en Ve République, c'est le président de la République qui est le vrai chef du gouvernement, contrairement à ce que la Constitution prévoit, notamment son article 20, qui dit que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la France, mais par suite d'une évolution des institutions, notamment avec l'alignement du Parlement sur la présidentielle, on peut dire que c'est le président qui est maintenant le monarque absolu en France. Donc son gouvernement comporte 42 ministres, et parmi ceux-ci, il y a le ministère le plus important, qui est le secrétariat d'État à la biodiversité. En effet, c'est ce qui me paraît essentiel actuellement, c'est sauver la vie sur Terre dans sa diversité. Eh bien, alors que ces gens-là font des effets d'annonce, font des discours, on voit qu'ils viennent d'autoriser le massacre de 17 000 tourterelles des bois dans ce pays. 17 000 tourterelles des bois, la tourterelle des bois est un oiseau migrateur qui se porte très très mal, et tout le monde en convient, même les tueurs agréés, mais ils se consolent en disant « mais c'est pas nous qui sommes à l'origine de cette disparition », ce sont les circonstances, les conditions matérielles. Il y a de moins en moins d'espace favorable à cette espèce-là, qui est une espèce migratrice. Donc, comme elle se porte mal, mais que nous n'y sommes pour rien, on peut continuer à la tuer. Et le gouvernement envisage d'autoriser le tir de 17 000 tourterelles. Ça s'appelle des quotas. Ils font des quotas, oui. Il y a des quotas de prélèvement de tourterelles des bois, comme ils avaient conçu des quotas d'alouettes des champs ou de grives à prélever par tel ou tel mode. C'est bien sûr une immense, une grossière, une flagrante imposture, puisque nul ne comptera jamais les oiseaux dans la poche des tueurs. Donc, si vous voulez, 17 000, 18 000, 20 000, 30 000, ça ne veut strictement rien dire, mais sur le papier, ça fait sérieux. Ça fait sérieux, et voilà. Alors, cette affaire illustre une fois encore que ceux qui gouvernent sont en fait des comédiens, ce sont des petits personnages absolument ridicules qu'il ne faut pas prendre au sérieux, leur parole est complètement discréditée, heureusement plus personne ne les croit, et c'est heureusement ainsi. Mais évidemment, ça pose bien des questions, et ça m'amène aussi à m'interroger sur ce qu'est ou ce que devient l'écologie dans ce monde. Lorsque les médias officiels et un peu chloroformisés parlent d'écologie, de quoi parlent-ils? Des milliards qu'il faut injecter pour passer d'un mode d'énergie à un autre, pour isoler les bâtiments, pour concevoir tel ou tel mode de transport, c'est-à-dire c'est une écologie extrêmement anthropocentrique, une écologie de boutiquier qui consiste à savoir si on investit dans le pétrole, dans le charbon, dans le nucléaire, dans l'éolien ou tout ça. Alors que l'écologie, selon moi, selon nous, selon un certain nombre que je vais définir, ce n'est pas cela du tout. Mais c'est normal. Vous savez, au XIXe siècle, des penseurs ont réfléchi à la question sociale et sont apparus des socialismes. Et parmi ces socialismes, il y en avait de fort divers. Proudhon était socialiste. Il a écrit un livre contre la propriété. La propriété, c'est le vol, disait Proudhon, et qui avait fait un traité sur la philosophie de la misère. Et Karl Marx, qui était un autre socialiste du XIXe siècle, parlait à propos du livre de Proudhon du misère de la philosophie. Alors il y avait des débats entre les socialistes de l'époque, les fouriéristes, les bakouniens, etc. Il y avait des écoles. Et c'est normal, parce que le socialisme était, au XIXe siècle, une pensée neuve, une pensée en cours de construction, et on a bien vu qu'au XXe siècle,
ces pensées ont donné lieu à des branches très diverses, allant de la social-démocratie suédoise, qui conciliait le socialisme et la liberté, et les diverses formes de soviétisme, de socialisme étatique de l'Union soviétique ou de la Chine, qui sont devenus des totalitarismes et des dictatures, parce que les socialistes, les partis communistes, comme on disait, ont pris le pouvoir dans des pays du tiers-monde qui n'étaient pas prêts, culturellement, intellectuellement, à développer une société socialiste mariant le socialisme et la liberté. Bon, ça c'est pour vous parler des socialismes. Il est normal qu'à de nos jours, l'écologie, qui est la pensée neuve de notre temps, soit également très diverse. Vous avez des écologistes racialistes, vous avez des écologistes gauchisants qui voient dans l'écologie un moyen de contester toutes les institutions et toute l'économie telle qu'elle est. Vous avez au contraire des écologistes passéistes qui rêvent d'un âge d'or qu'ils situent, ils ne savent pas, il y a 100 ans ou 200 ans, avant les progrès de la technique, avant les progrès de la chimie, avant les progrès même de la médecine. C'était un âge, pour eux, un âge heureux, où l'homme vivait près de la nature et subissait tout cela. Et la nature le subissait, mais avec les moyens extrêmement limités qu'avaient les hommes de ce temps-là. Bon, ça, ce sont des diverses pensées de l'écologie. Vous avez des écologistes phobiques qui ont la technophobie, ils ont peur de tout ce qui est nouveau. Une technique, on va leur parler d'une technique nouvelle, d'un médicament nouveau, d'un mode nouveau de traiter les pathologies. Ils en auront peur, ils le rejetteront et préféreront la bave de crapaud et le rayon de lune. Bon, ça existe. Tout ça existe, vous comprenez? Et c'est légitime quelque part. Je le dis avec humour, un petit peu en souriant, mais c'est pour vous faire comprendre ces différentes écoles de pensée qu'au fond je respecte parce que j'estime que c'est toujours intéressant des gens qui essaient de penser le monde et qui même le pensent parfois différemment de moi. Alors, mon écologie personnelle, qui n'est pas que la mienne, qui est celle d'un courant de pensée, s'appelle le biocentrisme. Alors, c'est quoi le biocentrisme? Le biocentrisme, c'est le fait de mettre la vie et le vivant, les êtres vivants, au centre des valeurs. Certains, au centre des valeurs, mettent des divinités. C'est le cas des intégristes religieux de tout poil, pour qui le Créateur est maître absolu. Il a dicté ses lois, ses volontés à travers des livres, qu'ont écrit des hommes, bien sûr, parce que les Bibles, les Corans, les Talmuds et autres n'ont pas été écrits par Dieu, mais ont été dictés ou inspirés par des dieux, et pour le croyant, c'est un absolu, ça dépasse tout. Vous avez d'autres hommes pour qui l'essentiel a été la patrie. Mourir pour la patrie est le sort le plus doux, disaient les nationalistes du début du XXe siècle, à l'aube de la guerre de 1914. Et le patriotisme, le nationalisme ont été des courants de pensée très forts qui ont inspiré des hommes et les ont amenés à se surpasser, à se dépasser, à se sublimer. Vous avez des hommes qui ont vécu avec ardeur, avec passion et qui sont morts pour des causes idéologiques. Ils sont morts pour le parti. Le parti communiste a suscité bien des martyrs au XXe siècle. C'était le parti des fusillés. Quand il a cessé d'être le parti de la collaboration avec Hitler, suite au pacte Ribbentrop-Molotov, le 23 août 1939, quand Hitler a rompu ce pacte, les communistes sont devenus des gens qui sont devenus le parti des fusillés, c'est-à-dire des gens qui ont été des résistants authentiques, après avoir été des gens qui étaient ambigus en 1939 et 1940. Il y a aussi des gens qui sont morts pour la race. Le nazisme a suscité des sacrifices très nombreux parmi le peuple allemand, notamment à l'époque où les nazis régnaient. Bien, donc si vous voulez, il y a des tas de pensées humaines qui ont suscité des dépassements. Moi, au centre des valeurs, je ne mets pas un dieu quelconque, je ne mets pas tellement une patrie, une nation, bien qu'on peut aimer son pays, aimer sa patrie, tout en étant biocentriste. Ce que je mets au centre des valeurs, personnellement, c'est la vie. Et c'est le vivant. Et ce n'est que le vivant. C'est ça qui me paraît être l'essentiel. Dans ce vivant, j'inclus évidemment mes frères humains,
d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur de peau d'origine, et j'inclus aussi les animaux qui sont des êtres sensibles, et j'inclus la nature en ce qu'elle est vivante. Donc, je ne suis pas, et je les respecte infiniment, les écologistes passéistes qui pensent qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'était merveilleux, quand on mourait de la typhoïde et qu'on partait faire la guerre avec Napoléon à Moscou, c'était un temps béni, où il n'y avait pas de pesticides, où il n'y avait pas de vaccins, où il n'y avait pas de centrales électriques, tout ça. Quel heureux temps, n'est-ce pas? Bon, c'est le temps de la marine à voile et de la lampe à pétrole, dont certains ont la nostalgie. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je suis d'ailleurs persuadé que les hommes de ce temps n'étaient pas meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Peut-être n'avaient-ils pas les moyens de la nuisance que nous avons aujourd'hui, que nous confèrent nos techniques et nos sciences modernes, mais ils n'étaient pas meilleurs. L'âge d'or, il n'est pas dans le passé. Et comme je le dis souvent dans une formule ramassée, l'étude de l'histoire nous enlève l'envie de la revivre. Je crois qu'on n'a pas envie de revivre le passé. Je laisse à certains leur nostalgie. Je ne m'inscris pas non plus dans ce que j'appellerais l'écologie racialiste, parce que je ne veux pas opposer tel ou tel groupe humain à tel ou tel groupe humain. Je pense qu'il y a des êtres vivants, que tous doivent se reconnaître comme étant absolument égaux, en droit, en dignité, en liberté, et une fois que cela est dit, c'est dit. Et on ne va pas refaire là non plus l'histoire dans un esprit, j'allais dire, de revanche, dans un esprit de repentir permanent, d'aigreur, ça ne sert à rien. Bon, donc le vivant est au centre de tout. Et que peut-on penser de l'évolution de la société telle qu'elle se décide aujourd'hui? On voit que, progressivement, nos techniques évoluent. Ça fait très peur d'ailleurs à certains, hein. Ils ont peur. Et vous savez, déjà au XIXe siècle, il y a des gens qui avaient peur de l'électricité, hein, et qui pensaient que quand les trains circulaient dans les campagnes, ça allait faire tourner le lait des vaches. Hein. Il y a des gens qui ont peur de ce qui est nouveau. Moi, j'allais dire, n'ayez pas peur de tout cela. N'ayez pas peur. Tout peut être bon ou mauvais. Avec un couteau, vous pouvez tailler un morceau de bois, vous pouvez couper votre nourriture, vous pouvez assassiner quelqu'un. Avec le feu, vous pouvez vous chauffer pendant l'hiver, mais vous pouvez construire un bûcher. Avec l'électricité, vous pouvez faire tourner des moteurs électriques, vous éclairer, mais vous pouvez aussi concevoir une chaise électrique. C'est vrai de toutes les innovations humaines. Il peut y avoir un versant positif et un versant négatif. Alors, face à une technologie, essayons toujours de faire prévaloir le versant positif, ce que la technologie nouvelle, ce que la science nouvelle peut apporter de bien pour l'être humain, pour la société et pour la planète, et essayons de repousser ce qui, au contraire, peut être négatif, c'est-à-dire ce qui génère de la souffrance. Et pour ma part, je dois dire que je n'oppose jamais nature et culture. Entendons-nous bien, les hommes, par orgueil, par naïveté, par sottise, imaginent ne pas être des animaux. Dès lors, les œuvres qui sont les leurs, notamment je pense aux œuvres scientifiques, aux instruments les plus performants de notre époque, ils les opposent à la nature. Ils oublient qu'ils sont des animaux et que dès lors, ce qu'ils font est naturel. Une centrale électrique, c'est naturel. Un accélérateur de particules, c'est naturel. Un traitement chimique, médicamenteux, c'est naturel, puisque c'est conçu par un animal, l'être humain, qui a un cerveau naturel et qui utilise ce qu'il y a dans la nature pour concevoir ses œuvres les plus complexes. Très bien. Donc, il faut garder présent à l'esprit que tout ce que l'on fait est naturel. Naturel et culturel, la culture, ce n'est jamais que la nature de l'être humain, au même titre que la ruche, c'est la nature de l'abeille, ou la termitière, la nature du termite. C'est tout. Donc, si vous voulez, moi je n'oppose pas l'un à l'autre. Et je crois que la vie sur Terre, telle qu'elle est apparue, a toujours été vers une complexification croissante. D'abord, il y a eu des molécules, il y a eu la création de l'ADN, il y a eu les cyanobactéries dans les premières eaux de la planète.
Et puis la vie a constitué des êtres vivants de plus en plus élaborés. Et l'homme n'est jamais qu'un être élaboré parmi tous les autres. Et la vie a un but. La vie a quel but? La vie a un but, c'est la vie. La vie veut la vie. Et la vie lutte en permanence contre la mort. Et le devenir de l'homme, c'est par sa science, par son intelligence, arriver à maîtriser de plus en plus la souffrance et la mort. C'est le grand dessein de la nature. Non pas la nature conçue comme un être supérieur qui quelque part aurait élaboré un plan tel un architecte. Non, il y a une volonté vitale, la vie veut la vie, et c'est ça qui mérite d'être défendu. Alors défendons la vie, et puis méprisons les petits ministricules qui autorisent les tirs de tourterelles, les tirs d'oiseaux d'eau pendant la nuit, la capture de petits oiseaux avec des gluaux. Méprisons-les. Vous savez, moi je laisse à certains protecteurs de la nature l'immense courage de dialoguer avec ces gens-là. Personnellement, je ne cherche jamais à rentrer dans un ministère. J'y rentrerai le jour où j'aurai le respect élémentaire de ceux qui y sont. C'est pas le cas tout de suite. Mes amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réflexions, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Merci à vous.